Le Sick Podcast. En mode Rocket. Le podcast le plus sick sur le Rocket de Laval. La voilà une entrée de territoire pour Jacky. Jacky, belle feinte, ça mène devant le filet. La but! Marqué par Florian Jacky! Avec Cédric Blondin et Vincent Demuy. La but! Marqué par David Heinbacher! Alors bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau podcast dédié aux activités de la Ligue américaine et aussi, surtout les activités du Rocket de Laval. Ici Vincent Demuy, analyste des matchs du Rocket de Laval depuis la saison 2022-2023 et j'accueille celui qui aura le privilège de décrire les matchs du Rocket de Laval dans cette saison 2025-2026, Cédric Blondin d'abord, comment vas-tu Cédric? Ça va super bien toi? Oui, très, très bien. Alors, le concept de ce podcast-là, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis quand même assez longtemps, avoir une plateforme pour discuter de ce qui se passe dans la Ligue américaine, une ligue, oui, haute en incertitude, mais ô combien palpitante, voir ce qui se trame avec les espoirs des Canadiens de Montréal, des espoirs ailleurs dans la Ligue américaine. Alors, c'est une fabuleuse plateforme qui sera offerte par The Sick Podcast, qui se lance dans l'aventure de la Ligue américaine et du Rocket de Laval. Alors, c'est un privilège d'être ici. Je remercie les patrons des SIG Podcasts et toi aussi, Cédric, d'être là dans cette fabuleuse aventure. On va avoir un podcast de quoi? Une demi-heure, 45 minutes par semaine pour discuter de tout ça, là. Autour de ça, puis je suis extrêmement content, moi aussi, de te retrouver après quelques années à ne pas être avec toi, de te retrouver au micro. Et pour parler de hockey aussi, c'est un privilège. Hein? C'est très content de te retrouver pour ça. Oui, absolument. Et on s'est connus dans les années juniors à la couverture de l'Armada de Blainville-Boisbriand, une ligue avec autant de couleurs que la Ligue américaine, une ligue vraiment différente, aussi axée sur le développement. Alors, on est en territoire connu avec Cédric au niveau du développement des jeunes. Rapidement, au niveau du plan de match aujourd'hui, enregistrement lundi soir, 20h. Maintenant, le Rocket qui a une fiche d'une victoire et une défaite. Cédric, 2 matchs à Winnipeg, au Manitoba. Il y en a eu un vendredi, défaite de 4-1. Ça n'a pas été le spectacle le plus excitant. Dimanche, ça a été un peu mieux chez Rocket. Une victoire de 5-2 au moins. Il faut dire que revenir à la maison là, avec un petit 2 points en banque, c'est surtout sur le moral que ça va faire du bien chez Rocket de Laval. Ah non, c'est sûr, honnêtement, je pense que qu'est-ce qui nous a frappé le plus, c'est ce qu'on a vu dans le match de vendredi. Ça a été extrêmement bien résumé par Toby Paquette-Bisson après le match lorsqu'on lui a parlé. Et quand tu ne travailles pas nécessairement de la bonne façon, peut-être c'est un peu sévère, mais les résultats et ce qu'on a vu dans le match de vendredi, les rondelles déviées dans le filet par les propres joueurs du Rocket, c'est des choses comme ça qui arrivent quand que, justement, c'est pas de la bonne façon que tu travailles tout ça. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le Rocket a trouvé la façon de revenir à la maison avec une victoire dans les 2 matchs là-bas. Donc, une victoire sur 2, bien sûr. Et ça enlève beaucoup de pression parce que ça aurait pu être différent aussi là, de revenir à la maison 0-2, mais on a fait des ajustements. Je pense que la journée de congé samedi a aidé justement à bien préparer la table pour la suite de ce programme double face aux Moose de Manitoba. Donc, beaucoup de positifs quand même qui a été ramené là, dans l'avion aujourd'hui. Clairement, on voit que le Moose, Cédric, est 31e au classement général de la Ligue américaine en 2024-2025. Les jeunes commencent à arriver. Braden Yeager, Colby Barlow, une excellente défensive. Ashton Sautner a connu vraiment un bon week-end. On voit que c'est une meilleure équipe cette année que l'année passée, définitivement chez le Moose du Manitoba. Match de vendredi, ça a été un drôle de match. T'encaisses 2 buts sur des changements où le changement n'est pas forcément laborieux. Juste t'as de la difficulté avec les arrivées en zone défensive. Pascal Vincent m'en parlait la saison dernière. Ils ont beaucoup travaillé ça. Évidemment, dans ton cahier d'études, dans le cahier des choses que tu as étudiées, que tu as travaillé, tu en perds un peu avec une période estivale qui s'est amenée. Évidemment, au niveau de l'exécution, vendredi, c'était pas là. Et même dimanche. Je sais pas ce que tu en penses, Cédric, mais à la rigueur, tu en as vu quelques-uns des matchs du Rocket la saison dernière. Au niveau exécution et niveau intensité, malgré la victoire, ça pourrait et ça va être nettement mieux que ce qu'on a vu malgré la victoire de 5-2 dimanche au Manitoba. Là. Bien, certainement. Mais moi, c'est ta question que tu avais demandé à Toby. Tu avais parlé de rouille. Est-ce qu'il y avait une certaine rouille à ce moment-là? Et je pense que c'est exactement ça. C'est ça qu'on voyait. C'était pas. Mais c'est
c'est le fait de commencer, là, des fois, là, t'as comme le niveau d'excitation qui est assez élevé et tout ça. Il y a bien des choses qui étaient décousues, des couvertures défensives à certains moments, mais c'était beaucoup mieux dimanche. Mais est-ce que, avec le résultat qu'on voit 24 heures plus tard et plus, que justement, c'est peut-être là où c'est peut-être différent? Parce que si c'est pas des arrêts de Capo Kakonen en début de match, peut-être qu'on n'a pas le même résultat, là. 100%. Le résultat, il est là. Mais en début de match, ça ressemblait beaucoup à ce qu'on a vu vendredi. Là. Absolument. C'était. Et tu le sais, Cédric, je ne veux pas t'interrompre, mais tu le sais que Mais non. chaque match, je note les chances de marquer. C'est quelque Ouais. chose que je m'habitue à faire en tant qu'analyste également. Ça t'aide à comprendre où va le match, quelles sont les difficultés, quels sont les moments où tu as été en difficulté. Et c'est clair, j'ai vu la même chose que toi en première période. Tu encaisses 8 chances de marquer. Ça a été ta pire période, probablement défensivement. Beaucoup de chances du bas de l'enclave. Et Capo Kakonen, bon, moi, je le connaissais parce que je l'ai vu dans la Ligue américaine. Il a affronté le Rocket avec les Checkers en série. C'est un gardien de but qui excelle du bas de l'enclave. Puis c'est d'ailleurs un de nos sujets pour la discussion qu'on va avoir dans cet épisode numéro 1. Capo Kakonen, on a vu toute sa qualité dans ce deuxième match-là. Puis on a vu que, bon, il est sorti le Rocket du pétrin en première période, ce qui ultimement a amené au but de Laurent Dauphin en désavantage numérique. Mais je veux te lancer sur autre chose. Sans dire qu'il y a inquiétude à y avoir, quand même, quand tu regardes cette victoire de 5-2-là, c'est quand même bien juste un but à force égale. C'est 2 en désavantage numérique, 1 en avantage numérique et un filet désert. C'est pour ça que je dis, dans un sens, je pense vraiment pas qu'on a vu le meilleur du Rocket, même pas 50% de ce que le Rocket a de mieux à offrir dans cette saison 2025-2026. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir des ajustements. C'est Ouais. ça, moi, que je note parce que les débuts de saison, ça peut toujours être un peu un problème d'analyser ou d'over-analyser la chose. Donc, c'est sûr que oui, peut-être à un certain niveau, mais en même temps, il reste 70 matchs. Donc, à quel point le Rocket va pouvoir bâtir tout ça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour les séries éliminatoires. Et pour ce qu'on parle beaucoup du côté du Rocket, là, qu'on a eu la chance de voir plus tôt cette semaine. Donc, oui, il y a peut-être une certaine panique, mais moi, en bout de ligne, j'aime qu'est-ce qu'on a eu la chance de voir entre le match 1 et 2. J'ai trouvé, même si c'était pas parfait, on a vu une différence. On a vu un ajustement qui a été fait, on a vu une façon de jouer qui était différente, on a vu Ouais. une certaine implication un peu plus physique, comme que tu avais amené aussi après le match numéro 1. Donc, c'est ça, honnêtement, il n'y a pas tant de panique pour l'instant. Non, et des défenseurs plus solides en relance. Ça avait été une soirée de travail difficile dans le match numéro 1, vendredi 10 octobre face aux Moose du Manitoba. Souvent, bon, on cafouillait en sortie de territoire, des passes. C'était élémentaire comment ça fonctionnait pas, Cédric. Parfois, des manques de précision au niveau des passes, soit en zone défensive, en zone neutre, qui empêchait le Rocket de prendre de la vitesse, de pouvoir contre-attaquer et d'aller chercher des chances en contre-attaque. Ça n'a pas fonctionné, mais avant de te lancer sur autre chose, Cédric, je veux qu'on permette aux gens d'écouter Pascal Vincent à la suite de la victoire de 5-2 le 12 octobre dernier sur le voyage du Rocket et de la première victoire de la saison. Je trouve que l'équipe fait des bons ajustements par rapport au premier match. Des choses qu'on voulait voir au niveau de notre transition que j'ai vu. La façon dont on a attaqué la zone offensive aussi. Parce que non seulement on se devait de jouer un excellent match, mais de battre le Moose dans leur domicile, qui est une équipe qui s'est beaucoup améliorée. Ils ont beaucoup de vitesse, donc c'est un bon match. Je suis content pour les boys. Alors, c'était Pascal Vincent. Peut-être tes commentaires, Cédric, sur ce qu'a affirmé Pascal Vincent. Tu étais là au point de presse hier à la suite de cette première victoire. Ben, c'est sûr que le coach il était quand même content malgré tout. Là. C'est surtout ça là, dans son cas parce que il l'a dit d'entrée de jeu dans ses commentaires que pour lui, il avait aimé ce que les gars avaient appliqué. Il y avait eu des rencontres avec les joueurs entre les matchs 1 et 2 vendredi, donc samedi. Donc, c'est ça, vraiment, honnêtement, il y avait du positif, mais il sait en même temps qu'il y a beaucoup de correctifs à faire pour Abbotsford qui va s'en venir à la maison vendredi. Donc, c'est. On sent un coach qui est en mode début de saison.
Ben, Je absolument. sais pas il est encore en évaluation avec ses troupes. Il Je sait pas le encore sens patient. il sait pas encore ce que ce groupe-là peut donner non plus, même si c'est sensiblement le même que la saison dernière. Tu regardes quelles sont tes forces et faiblesses. Il y a des nouveaux venus. Je veux pas que ça déstabilise un peu la structure que tu avais l'année dernière. Là. Absolument. Et tu n'as pas le choix parce que, comme il nous a raconté pendant le début du camp d'entraînement avec qu'est-ce qu'il veut faire avec Joshua Roy, c'est un exemple parfait. Mais même si les gars étaient là l'an dernier, les années précédentes, qu'il les connaît, il y a des ajustements avec ces joueurs-là pour leur développement. Donc, c'est ça aussi qui va faire une différence dans tout ça. Donc, il se doit quand même d'être en mode d'évaluation encore à ce moment-ci. Ça ne va pas durer très, très longtemps parce que là, quand même, il va avoir une certaine pression de réussir, d'avoir des résultats en ce début de saison. Quand même, 50% des matchs ont été remportés en 2 matchs, là, donc c'est pas si pire que ça. Mais moi, ce que j'aime, c'est que je sens pas de panique. Non. C'est ça qui est encourageant dans le cas de Pascal Vincent. Ben, il y a d'expérience, il y en a vu d'autres, plusieurs années comme entraîneur-chef, justement, avec le Moose du Manitoba, deuxième avec le Rocket de Laval. Mais tu l'as dit, ce qui différencie un peu cette année de l'année dernière, c'est qu'il y a plein de joueurs qui sont rendus plus loin dans leur développement, qui sont rendus leur deuxième saison complète. Jack High, Beck, Farrell a pas mal plus de millage également. Adam Engstrom, deuxième saison complète. Donc, tout ça vient avec des attentes. Mais pour conclure sur le retour de ce premier week-end, Cédric, rapidement, on a eu des réponses quand même. On sait que les unités spéciales vont être une force de cette équipe-là, très clairement, commencer par le désavantage numérique. Quand tu as des gars qui sont prêts à payer le prix, qui se placent dans les corridors de tir, les corridors de passe, comme Alex Belzile. C'est ce qui a mené au but de Laurent Dauphin dans le match numéro 2. C'est un tir bloqué d'Alex Belzile qui a permis ce but-là. Tu as des défenseurs, surtout défensifs, qui vont arriver. Ben, tu en as un qui est déjà là avec Toby Bisson, Josh Jacobs, présentement blessé. C'est son pain et son beurre. Et puis, en avantage numérique, quand tu regardes de l'autre côté de la patinoire, ben, tu as des gars avec l'espace qui sont capables de fabriquer des jeux. Des Sean Farrell, Owen Beck est capable de le faire également. Laurent Dauphin, tout près du filet, c'est un poison. Donc, offensivement et défensivement, tu as eu des réponses en fin de semaine. 5-6 dans le match numéro 2 face au Moose du Manitoba. Alors ça va. Sinon, on sait que le Rocket, c'est une équipe d'échecs avant. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, Cédric, mais les défenseurs du Moose, là, en fin de semaine, on dirait qu'on le voyait venir, cet échec avant-là du Rocket de Laval. On a des défenseurs qui ont pris des décisions rapides derrière leur gardien, qui ont eu une excellente fin de semaine. Elias Salomonson, le gros défenseur droitier, m'a beaucoup impressionné. Ashton Sardner également, Tyrell Bauer, et Ville Ainola. On avait une bonne brigade défensive. C'est pas ce qui cloche du côté du Moose du Manitoba. Et sans dire que le Rocket n'a pas exercé de pression, ils l'ont fait. Mais il faut rendre l'autre équipe, comme on dit souvent, le droit de bien jouer aussi. Absolument. Et par rapport à ce point-là que tu viens d'amener, par rapport à la pression et tout ça, ce que j'aime, c'est la manière dont le Rocket a commencé le match dimanche. Je ne sais pas si je reviens un peu en arrière. C'est quoi le trio qui a commencé le match dimanche? Le quatrième, oui. Et c'est drôle, ça faisait un peu lien avec la question que tu lui avais demandé par rapport à la physicalité et tout ça. Je trouve que ça a mis le ton dans le match, même si ça n'a pas été appliqué à 100% comme c'est supposé l'être normalement. Je trouve que d'envoyer le trio de Condotta, ça envoie un certain message. On a vu des mises en échec en fond de territoire, de la bonne pression en échec avant. Donc, ça a envoyé un certain message. Et comment tu ne veux pas embarquer dans tout ça quand tu vois ton capitaine s'impliquer On voyait souvent ça. Pascal Vincent faire ça la saison dernière également avec son quatrième trio, qui en était un quatrième là, entre guillemets, là, celui de Jack High, Toc et Vincent Arsenault. Puis il a essayé de faire la même chose clairement avec son quatrième trio, celui de Simoneau, Condotta et Thorpe. Et oui, tu l'as ajouté? Peut-être en terminant, parce que tu as parlé des unités spéciales. Moi, la seule chose qui me chicote, c'est le 6 dans le match de dimanche. Les 6 pénalités. Parce que oui, le Rocket va chercher 2 buts en désavantage numérique. En bout de ligne, termine un différentiel de +1 sur le désavantage numérique parce qu'ils ont accordé 1 but au Moose qui était sur le jeu de puissance. Mais 6 pénalités, quand le match était à un certain moment quand même déjà un peu dans la poche, si on veut, j'ai moins aimé ça. Mais c'est quoi, Ced? Puis on a le droit d'être en désaccord, ça va donner un bon show pour les gens qui nous écoutent, puis tant mieux. Moi, à ce stade-ci de la saison, puis avec l'arbitrage de début d'année qu'on connaît tous dans le hockey, les officiels ont souvent le bras le plus léger, on a des messages à faire passer pour le reste de la saison, et avec un peu de rouille dans la fameuse ligne à traverser ou non, puis c'est plus souvent qu'autrement des punitions d'intensité. Moi, j'ai moins de problèmes avec ça.
C'est sûr que c'est un autre côté de la médaille que je respecte. Et je trouve ça normal. Je suis pas en désaccord non plus. Là. Je suis pas en désaccord parce je trouve que. ça normal, tu sais, de voir ça au match, par exemple, 58 de l'année, avec un groupe qui connaît, des joueurs qui connaissent où est la ligne et savent quoi ne pas faire pour la franchir ou non, pour rester dans la discipline. Là j'aurais plus de difficultés avec ce 6 punitions-là, mais non. Je pense que dimanche, je voyais juste un groupe qui voulait, puis oui, il y a eu des moments où on a été peut-être maladroit. C'est peut-être. Ouais, c'est le bon terme. C'est le bon terme. Bon, est-ce qu'on est prêt pour le sujet de l'heure chez le Rocket de Laval, Cédric? Oui, on est prêt. Je pense que ce gars-là porte le numéro 10. Très clairement, après la première fin de semaine, Joshua Roy termine avec 3 buts. Malgré le filet désert, ce but-là, on peut pas lui enlever. Termine, si je regarde mes notes, avec 4 chances de marquer. Ce qui est extraordinaire dans tout ça, c'est qu'il les récolte de la zone critique, entre les points de mise en jeu. On l'a vu souvent être extraordinaire à cet endroit-là. Puis au-delà de tout ça, je te lance après, c'est clair que ce gars-là a travaillé cet été. Ah oui, absolument. Ça paraît. Absolument. Puis il a fait des ajustements à son jeu. Il semble écouter le message. Et il semble avoir compris ce que le Canadien s'attendait de lui. Oui, c'est juste 2 matchs. C'est juste 2 matchs. On va quand même calmer le tout, là. Mais son implication, moi, le fait que Pascal Vincent l'a utilisé à 6 contre 5 dans le match de dimanche, alors que c'était 4-2, en plus de ça, il était chercher un but dans un filet désert, mais au-delà de son offensive, ça prouve que, comme Pascal Vincent nous l'a dit, qu'il allait le mettre dans des opportunités où il allait pouvoir se développer sur d'autres facettes de son jeu. Et on l'a vu, il a passé de la parole aux actes, là, le coach Pascal Vincent. Donc, je suis content pour Joshua Roy. J'ai hâte de voir si ça peut durer, mais clairement qu'il fait ce qu'il a à faire. Et c'est ça qu'on voulait voir, tout le monde, je pense, du côté du Canadien et dans notre cas aussi. Ouais, puis ce qui est le fun dans le cas de Joshua Roy, c'est que parfois ça peut devenir frustrant pour un joueur quand tu joues de la bonne façon, quand tu apportes les correctifs à ta game, quand tu t'es entraîné fort cet été et que les résultats tardent à arriver. Exemple de tout ça, tout bonnement, ce qui me vient, c'est Sean Farrell l'année dernière. Tu sais, il travaillait tellement fort en début d'année, une léthargie épouvantable. épouvantable. Puis on a vu ce que ça a donné après, mais quand même, ça a dû être décourageant pour lui. Mais de Joshua Roy, lui, c'est tout autrement en ce début de saison. Il a fait les efforts, il a fait des correctifs à sa game. Puis rapidement, tu le vois que ça paye. Puis pour entrer encore plus dans les détails de comment j'analyse son jeu, quand il a la rondelle le long des rampes, il la garde plus longtemps que l'année passée, à ton avis? Oui, absolument. Parce qu'il est plus fort. Il est plus fort, il gagne plus de batailles, il s'implique. Non, ça sera jamais le meilleur attaquant défensif peut-être de ton équipe. Puis s'il est gradué dans la Ligue nationale, il devra en devenir un bon, sans nécessairement être le meilleur, mais ça va, on s'en va dans le bon sens. Quand même, j'ai aimé son trio avec Luke Tuck et Florian Jacquet. On voit que de le placer avec 2 gros bonhommes, ça lui offre de l'espace, du temps. Exactement. Puis comment tu ne veux pas acheter si tu joues avec 2 gars comme ça? Acheter le plan et tu n'as pas le choix. Là. Tu joues avec Jacquet et Tuck, qui sont 2 travaillants, 2 joueurs qui jouent très bien. Et c'est important dans le cas de Roy d'avoir 2 modèles comme ça. Je pense que de le mettre dans un rôle, pas nécessairement sur le premier trio, on s'entend. Même si c'est pas le premier trio sur l'ordre, ils ont tous une importance quand même assez notable du côté du Rocket, mais de jouer avec Jacquet et Tuck, moi, c'est le plus gros message que Pascal Vincent a fait, c'est de mettre Joshua Roy avec eux. Ouais. Et justement, vas-y Cédric, termine ton... Non, j'ai terminé, tu peux y aller. Ben justement, je voulais laisser la parole à Pascal Vincent qui nous parle de la fin de semaine de Joshua Roy. Une raison pourquoi il y a 3 buts, c'est parce qu'il va dans les espaces où c'est difficile, parce que tu sais que tu vas payer un certain prix. Donc, il va dans ces sphères-là sur la patinoire. Puis, tu sais, il y a sa punition ce soir, là, et s'il prend ce genre de punition-là, je suis capable de vivre avec ça. Il y avait beaucoup d'intensité et son repli défensif était excellent. Et puis, il a marqué, là, j'avais assez confiance en lui pour le mettre sur la glace à 5 contre 6. Et puis, il a marqué dans un filet désert, son deuxième. Mais je trouve qu'il joue... je trouve qu'il a eu un bon camp. Je trouve qu'il depuis qu'on a commencé notre camp, du moins, là, Josh
Je trouve que c'est un joueur qui amène plus de pace qu'il l'a jamais fait. Donc, il est sur la bonne voie présentement. Et normalement, Cédric, quand le coach offre une longue réponse au sujet d'un joueur, ça ment pas. Non, exactement. Et il l'a dit. C'est où qui a marqué ses buts? Et tu l'as dit tantôt d'entrée, devant le filet. Ouais. Et même son but d'avantage numérique dans le match numéro 1 aurait pu prendre le tir de l'extérieur, mais non. Tente d'aller vers le centre de la patinoire, exploite cette zone-là, puis va chercher son but, durement travailler sur son retour. Puis ça, quand Joshua Roy se met à faire ça, là, il peut être très dangereux, puis il peut être potentiellement, s'il garde une stabilité dans la Ligue américaine, un marqueur de potentiel d'au moins 25 buts, c'est pas 30. Mais j'ai hâte de voir sa constance aussi dans les prochaines semaines. Tu as eu la chance de le voir plus que moi l'année passée, dans les dernières saisons. Là. Mais c'est correct. C'est correct parce que c'est ce qu'on veut voir de Joshua Roy. Donc, Cédric, on passe au prochain sujet parce que le temps file déjà. Oui, ce qui n'est pas étonnant avec nous deux. Pas en tout. Capo Kakkonen. Non, on part pas la grosse discussion, la tourmente de qui est le gardien de but du Rocket. Ça, c'est une ligue de développement. On sait que c'est Jacob Fowler, mais bon sang, qu'il a été impressionnant, Capo Kakkonen, là, dans cette victoire-là de 5-2. Puis ça prouve que ce gars-là c'est pas démérité, cette entente à un volet avec un salaire un petit peu au-dessus d'1 million. Et c'est pas pour rien que les Checkers de Charlotte se sont rendus aussi loin non plus en séries éliminatoires de la Coupe Calder 2025, c'est-à-dire, pardon. Oui, absolument. Et de ce que j'ai vu dans le match d'hier, ça va être difficile de lui enlever quelques matchs lorsqu'on va se poser la question parce que il va le donner une bonne chance au Rocket d'en apporter à chaque fois qu'il va être devant le filet. Et c'est pas une mauvaise chose pour Jacob Fowler, tout ça. Mais en ce moment, on jase pour jaser. En ce moment, en date du 13 octobre, il est 20h30 au moment où on enregistre. Est-ce que Capo Kakkonen te donne une meilleure chance de remporter un match que Jacob Fowler? C'est une très bonne question. Faudrait que j'y pense, mais... Les deux, je parle pas d'une tourmente. Les deux sont vraiment pas loin l'un de l'autre. C'est assez clair. Mais présentement, avec l'expérience qu'il a, puis c'est qu'un match, Jacob Fowler n'a pas gardé le match du siècle, là. Match numéro 1. Il aurait voulu certainement revoir le but de Kevin Conley, mais Capo Kakkonen, c'est présentement, avec ce qu'il vient de démontrer, il donne une meilleure chance. Tant qu'à moi, mais c'est normal. Ils ne sont pas rendus au même point de leur développement non plus. Mais c'est pas compliqué. Ça risque d'être 50-50 pour les premières semaines. Ça va être probablement comme ça tout au long de la saison. Ça risque d'être un match. Quand il y a des 3-4, c'est là qu'on va peut-être voir où est-ce que l'équipe se situe. Mais en ce moment, tu n'as pas le choix d'y aller comme ça. Est-ce que le Rocket va commit, si on veut, va prendre une décision par rapport à Kakkonen? Non, mais il faut faire jouer Fowler. Il faut faire jouer Fowler. Là n'est pas la question. Les deux côtés, tu n'as pas le choix de faire les deux. Mais en bout de ligne, Fowler, c'est le numéro 1 pour moi. Là. Le plus gros message, on est d'accord, mais le plus gros message, c'est que c'est lui qui a gardé les buts dans le match numéro 1 vendredi. Mais c'est un A, un B. Et c'est Fowler qui, à moins d'une surprise, en fait, pour moi, il y a 99,9% certain qu'il sera là au match d'ouverture, à moins d'un pépin physique. Exact. Et ce sera 2 matchs en moins de 24 heures, donc il faut s'attendre à ce que le lendemain... Mais pourquoi on a amené Kakkonen, Cédric, c'est assez clair. C'est que, disons scénario catastrophique, le Canadien perd Samuel Montembeault, qui est rappelé? Capo Kakkonen. Pour moi, même si Jacob Fowler est meilleur dans la Ligue américaine présentement, pour avoir un gardien de but auxiliaire dans la Ligue nationale qui va garder un match sur 5, 6, tu veux pas Jacob Fowler à ce stade-ci, première saison professionnelle, pour aller réchauffer le banc au Centre Bell ou peu importe, autre amphithéâtre de la Ligue nationale. Donc, c'est pour ça qu'a été signé Capo Kakkonen, parce que, lui, il a 28 ans, fin vingtaine, déjà son contrat a un volet pour justement avoir ce rôle-là, et tu le sais qu'il peut faire le travail si tu es vraiment dans le trouble dans la Ligue nationale. Absolument, et c'est dans le cas justement de Kakkonen, Fowler doit se développer. Il doit se développer, et de la meilleure façon, c'est qu'il doit garder les filets. Mais il va apprendre de Kakkonen aussi. Pardon?
Il va apprendre de Capo Kakkonen aussi. Exactement, c'est ça. La signature de Kakkonen, elle est excellente pour 2 raisons. Pour la première raison que tu as évoquée par rapport à s'il y a un rappel à avoir avec le Canadien de Montréal C'est la et ne première pas raison. forcer les choses par rapport à Jacob Fowler. Tu n'as pas le choix, tu dois le laisser dans un rôle qui est en apprentissage. Il n'a pas de presse à avoir dans le cas du gardien de but. Jacob Fowler, tu n'as pas le choix. Tu dois le laisser à Laval. Tu dois le laisser se développer, prendre du millage. Et c'est une excellente décision qu'on a prise chez les Canadiens de signer Capo Kakkonen pour cette raison-là et d'autres raisons aussi, bien sûr, mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir, c'est un week-end. On l'a dit, on a échangé quelques messages lorsqu'on s'est parlé vendredi soir. Oui, le but de Kevin Conley, mais il y en a 2 où ce qu'il ne peut absolument rien faire, c'est des déviations ou une mauvaise prise de décision défensive. Donc, si on enlève ces buts-là, peut-être qu'accorder un but, puis on n'a peut-être pas la même discussion aujourd'hui. Là. Et le groupe faut a pas mieux enlever. Et le groupe a mieux joué devant Kakkonen qu'il a joué devant Jacob Fowler. Je le rends pas responsable de cette à part entière de cette première défaite. Mais en terminant sur Capo Kakkonen, je pense que la principale chose que Jacob Fowler a à apprendre, et peut-être aussi la principale qualité, l'une des meilleures qualités, si c'est pas la meilleure de Capo Kakkonen, c'est, quand je le regardais en série, puis je l'avais vu un petit peu avant aussi, mais dans la série, face au Rocket, au printemps dernier, ce gars-là, mentalement, ne flanche pas. C'est peut-être sa meilleure qualité à Capo Kakkonen. Son gabarit, techniquement, il est solide. Son gabarit, c'est une de ses meilleures qualités, mais mentalement, dans la série face au Rocket, alors qu'il évoluait avec les Checkers, je me disais tout le temps, quand est-ce qu'il va flancher? Quand est-ce que Capo Kakkonen va accorder son mauvais but? Quand est-ce qu'il va être plus fragile devant son filet? Et ça arrive à peu près pas. Puis tu l'as vu dans le match face aux Moose. Alors, ça, si mentalement, Jacob Fowler peut avoir un second de luxe derrière lui en Capo Kakkonen qui lui inculque ça, même si Jacob Fowler n'a pas l'air d'un gars stressé, mais pas en tout, devant son filet puis devant la foire médiatique qu'il a fait face à Laval ou à Montréal. Bref, je pense qu'au niveau de mentalement, comment se comporter, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre du gardien de but numéro 34 du Rocket. Absolument, ce serait très intéressant à surveiller dans les prochaines semaines parce que c'est un week-end. Donc, on va peut-être avoir d'autres discussions la semaine prochaine par rapport à ça parce qu'on va avoir peut-être un échantillon un peu plus grand et il va y avoir d'autres matchs avec plus de voyagement aussi sur la route en autobus aussi qui vont avoir un certain impact des matchs avec du voyagement entre les deux parce que tu n'es pas dans la même ville. Donc, c'est là qu'on va peut-être voir un peu avec la charge de travail. C'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que Jacob Fowler n'est pas habitué d'avoir une grosse charge de travail comme ça. Donc, c'est là qu'il va falloir évaluer ça au courant de la saison, voir comment il va gérer ça, cette nouvelle charge qu'il n'a jamais connue. Ah ben, je pense qu'il disait au camp d'entraînement que le plus de matchs qu'il avait joué, c'était quoi, une quarantaine? 48 de mémoire. Ouais, dans le meilleur des scénarios, ce serait un scénario où soit un blessé chez les gardiens à Montréal, ou soit vraiment, il est incroyable qu'on lui donne 48 matchs. Mais pour moi, déjà là, on part avec 23 programmes doubles, 72 matchs au calendrier. Je dirais quarantaine de matchs, 40 départs, 42 départs pour Jacob Fowler, pour moi, ce serait le maximum. Parce que 48, c'est quand même 67% des départs. Quand même. C'est beaucoup. Là. Quand même. Mais la tendance dans le hockey professionnel, tant dans la Ligue américaine, même dans la Ligue nationale, on est rendu là. Avoir des auxiliaires qui prennent une charge de travail beaucoup plus importante pendant la saison pour avoir les gardiens de but numéro 1 plus frais en séries éliminatoires. Prochain sujet, mon Ced. Tu es prêt? Oui. Là où il y a le plus de questionnements un peu, la brigade défensive. Ouais, mais il ne faut pas oublier bien des choses par rapport à la défensive, c'est qu'il manque des soldats. Ben oui, on commence par ça. On le sait, là, sait, mais il ne faut pas l'oublier, les carences défensives ou les choses qui se passent un peu moins bien. Est-ce que certains défenseurs sont surtaxés? Oui, c'est le début de la saison, je le sais. Mais dans des situations, il manque des gros morceaux en défensive. Là. Pour résumer aux gens qui sont peut-être moins au courant, là, ou probablement que vous l'êtes, petit rappel, David Reinbacher qui est absent, c'était une blessure à la main dans son cas. Pourrait revenir, si on se fait à l'échéancier de 4 semaines, on va rien précipiter dans son cas, c'est assez clair. Il n'était pas à l'entraînement la semaine dernière avec le groupe, c'est normal, c'est une blessure à une main, c'est impossible de le faire.
peut-être un retour au début novembre. Dans le cas de Josh Jacobs et William Trudeau, de ce que j'ai su, on les a vus sur la glace aux abords de la Place Belle. Bon, c'est ce qui est la bonne nouvelle. On ne parle pas d'un plusieurs mois d'absence. On va les revoir avant le mois de mars. Autrement dit, ces deux-là, mais quand même, ça amène des joueurs à avoir beaucoup de minutes. Un Wyatt Willey, quand même, j'ai trouvé que oui, on voit qu'il a ses limites, mais c'est bien débrouillé quand même en fin de semaine. Oui, je l'ai vraiment aimé. On l'a vu sur le but inscrit par Owen Beck en désavantage numérique. C'est le meilleur exemple. Il a gardé les choses simples, un simple lancer au filet. Et il a gardé les choses simples pour Wyatt Willey. C'est aussi simple que ça. Puis ça a été plus compliqué dans certains cas. On s'en est parlé vendredi. Marc Del Gaizo, ça a été plus compliqué. On l'a vu justement sur un des deux buts qui a ricoché sur un joueur du Rocket. Sur le but inscrit par Walker Dewar. Et c'est ça. C'est des joueurs qui ont peut-être joué un peu plus de minutes. Marc Del Gaizo, c'est pas un mauvais défenseur non plus. Je veux juste contre-argumenter. Marc Del Gaizo, je pense qu'on a été le chercher dans l'organisation du Canadien pour qu'il soit sur le top 4. Donc, lui, c'est peut-être un peu plus décevant comme fin de semaine. Nuance à apporter, cependant. Nouveau système, nouvel environnement. Exact. Tu sais, on va lui donner un mulligan, comme on dit, en fin de semaine. On le sait qui. Moi, je l'ai vu avec Milwaukee, je l'ai vu avec Nashville. On l'a vu tout de suite au camp d'entraînement. C'est un bon patineur. C'est un gars qui va aider énormément le jeu de transition, qui jouera sur la deuxième vague de l'avantage numérique, puis qui ne boudera pas, que ce soit Engstrom, qu'il soit carrière, la vague numéro 1. On a vu que sa gestion de rondelle, ça a été difficile dans la première fin de semaine. Il faut quand même être honnête avec ce qu'on a vu. Au niveau des bagarres, ça a été décevant. Ça a été décevant pour sa part aussi dans son jeu défensif. Comme j'ai dit, on va lui donner un mulligan, c'est sa première fin de semaine. Nouveau partenaire également, mais lui, il est supposé jouer les grosses minutes pour le Rocket cette année, même en séries éliminatoires. Mais par rapport à la défensive, dans le cas de Gaizo, le meilleur indicatif pour moi aussi, c'est le changement des paires défensives entre le match de vendredi et le match de match de dimanche. Toby Bisson qui jouait avec Adam Ekstrom dans le match de vendredi, ils les ont séparés. Del Gaizo était avec Engstrom et Bisson avec Nate Clermont. Donc, clairement qu'il y avait une insatisfaction par rapport au jeu défensif. On le savait après le match de vendredi. Mais de faire un changement comme ça, je trouve que c'était quand même un gros indicatif de ce qui s'était passé. Puis c'est parce que moi, la paire Bisson-Engstrom, je l'ai aimé dans le match de vendredi. Je ne sais pas pour toi, mais on avait parlé d'Engstrom aussi ensemble un peu, mais je pense que c'était plus de peut-être changer la deuxième paire si on veut pour essayer de balancer le tout. En même temps, je vais y aller avec un élément plus précis. J'ai l'impression qu'Engstrom est ton meilleur gaucher à droite aussi. Puis c'est pas évident. C'est pas évident pour un gaucher de jouer à droite, surtout au niveau des sorties de zone. Sortir la rondelle du revers plutôt que de le faire de ton côté fort, c'est pas la même chose. Ça te prend un défenseur qui est solide du revers. Engstrom est capable de l'être. Bisson peut-être un peu moins, quoi qu'on l'a essayé, ça en prenait un. Et là, je fais la transition vers l'autre sujet, qui est la signature chez Rocket du 13 octobre, qui est un défenseur droitier qui revient au bercail, qui est Josiah Didier. J'ignore même si je dis comme il faut son nom, ça doit. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, qui a été un choix de 4e tour du Canadien, en 2011? Qui a joué pour... qui a joué 2011. Pour les 2011. Qui a joué pour les Bulldogs d'Hamilton. Qui a joué pour les Ice Caps de St. John's. Et là, qui va jouer pour le Rocket de Laval. Mais quand même, pour ceux qui suivent la Ligue américaine, il arrive avec tout un bagage, là. Absolument. Absolument. L'an dernier, 58 parties avec les Griffins de Grand Rapids, quand même un différentiel de plus 10. Seulement 8 points, mais clairement que... Non, mais c'est pas un défenseur. Non, mais c'est ça. C'est pas un défenseur. Le différentiel, c'est un bon indicatif, là. Plus et 10, surtout Cédric, ça fait 4 ans qu'il est capitaine dans la Ligue américaine. Il a été avec les Browns de Providence et il était avec le club école des Wings à Grand Rapids. Donc, c'est un leader, 32 ans. Et pour moi, j'étais surpris, mais non en même temps, parce que, bon, là, tu cherches des réponses en défense. Puis bon, en fin de semaine, je regardais un peu le travail du défenseur Ryan O'Rourke, pour qui ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Je ne sais pas si c'est lui nécessairement qui va sauter son tour en fin de semaine.
Mais pour un coach, c'est toujours le fun d'avoir 3 gauchers, 3 droitiers. Puis ta défensive en fin de semaine, elle n'a pas été très, très robuste. Elle le sera davantage avec Reinbacher, Trudeau et Jacobs. Mais Josiah Didier, son pain et son beurre, c'est le jeu physique. C'est de tuer le jeu de l'adversaire. Capable de jeter les gants. Puis c'est un leader. T'en as jamais trop à ce que je sache. Pour répondre à ta question, ça risque d'être Ryan O'Rourke ou Jacob Dion là, qui laisserait la place dans l'alignement de ce week-end parce que ça a été les 2 joueurs qui ont rentré et sorti dans les 2 premiers matchs. Donc, et Dion bien fait dans les circonstances. Oui, absolument, absolument. Moi, je suis surtout content parce je t'ai entendu vanter souvent Darick Louis-Jean depuis le début du camp d'entraînement et avec raison. Mais d'envoyer Jacob Dion dans le match de vendredi, j'étais quand même. C'était une belle surprise. C'était mérité aussi dans le cas du défenseur Dion. Oui, puis il y a eu de l'initiative quand même offensivement. Défensivement, regarder les choses simples. C'est un gars qui faut calmer les attentes envers Jacob Dion. Puis honnêtement, il est très bien fait. Premier match professionnel. Mais c'est ça. C'est un gars qui. La marche est haute entre l'Université de Moncton au Rocket de Laval, à la Ligue américaine, où les chèques avant arrivent de bonne heure, où les joueurs sont gros, sont rapides. Alors, puis c'était une très belle prestation pour un premier match. On est prêt à enchaîner? Oui. Alors, on ne sait pas si on va voir Josiah Didier en fin de semaine. Ça me surprendrait, mais on ne sait jamais. On va suivre ça, évidemment, l'entraînement cette semaine, si ça arrive. Mot rapide, peut-être, parce que je pense, dans ce cas-là, je pense pas qu'on a vraiment vu le meilleur de ce trio-là. Le premier trio du Rocket, celui qui a visiblement eu le plus de temps de glace, celui de Sean Farrell, Laurent Dauphin, Alex Belzile. Là aussi, je pense que c'est clair qu'il y a de l'ajustement, même si... Et chose à noter, je pense que Sean Farrell a été le moteur de ce trio-là. Je pense pas que c'est exagéré de ma part de mentionner ça. Moi, j'ai bien aimé Laurent Dauphin cette fin de semaine, surtout dimanche. Là. Au-delà de ses points, ce qu'il a fait, on l'a dit, là, c'est bien dans le match de dimanche. Mais au-delà de ses points, c'est ce qu'il a fait, que ce soit en désavantage numérique, on l'a vu. Il me l'a dit après le match aussi, qu'on sentait qu'il y avait une certaine chimie qui s'installait plus que le temps avançait. On l'a vu sur le but de Sean Farrell dimanche. Un petit jeu, mais un jeu simple qui mène à un but très important du numéro 15 du Rocket. Donc, est-ce que ça peut être mieux? Certainement. Mais est-ce que je m'inquiète, encore une fois? Non, pas du tout, parce que c'est Laurent Dauphin, Alex Belzile et Sean Farrell. La progression dont Sean Farrell a démontré depuis la mi-saison l'an dernier et son implication, je ne l'ai pas détesté cette fin de semaine, Sean Farrell. Visiblement, toi non plus. Là. Non, il transporte la rondelle. Moi, je regarde Sean Farrell dans les moindres détails. J'analyse son jeu. Je regarde à 23 ans, bon, qu'est-ce qu'il pourrait faire cette année pour l'amener dans la Ligue nationale ou l'amener tout simplement à connaître une bonne saison dans la Ligue américaine. Tu sais, il est toujours conscient autour de lui. Sans même connaître, disons, Alex Belzile énormément, ben, il y a surtout ces automatismes-là avec Laurent Dauphin. Il sait où est-ce que le numéro 27 va aller. Donc, en zone neutre, lui, il va couper comme ça. Il s'en va dans le centre de la glace où il va faire un changement de direction. Donc, je lui amène la rondelle là. Il voit le jeu pour Laurent Dauphin tellement bien. Puis ça va venir avec Alex Belzile. Puis ça va se transposer même en avantage numérique. Les deux sont sur la première vague d'ailleurs. Ça devrait rester comme ça. Mais pour venir à Laurent Dauphin, l'année dernière, ça a été 3 points à ses 9 premiers matchs. Là, c'est quand même qu'il a disputé. Moi, c'est pour ça que le match de vendredi, le premier match de la saison, je le regardais, puis ouais, c'était correct. C'était pas un grand match numéro 27. En même temps, je ne m'inquiétais pas parce que l'année dernière, ça a commencé aussi tranquillement pour Laurent Dauphin, puis ensuite, il a été inarrêtable. Et là, ça aura pris un match où il aurait été plus tranquille, et c'était parti dans le cas du numéro 27. Oui, et j'ai surtout hâte d'aller voir à la maison. Des fois avec la foule, surtout à la Place Belle. C'est 3 joueurs qui vont amener, que la foule va adorer certainement du côté de Laval. Donc, j'ai hâte de voir, mais si ce qu'ils ont fait bien dimanche est transporté pour la suite des choses, honnêtement, c'est des leaders, surtout Dauphin et Belzile, avec leur expérience et tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait à travers les années. Et ils vont amener leur offensive aussi, c'est ça qui va être intéressant, et sur toutes les facettes du jeu dans le cas de ces 3-là. Oui, et amener tous les jeunes à se développer. Sans plus tarder, on va demander au principal intéressé, Laurent Dauphin, ce qu'il a pensé de la performance de son trio dans le match numéro 2 à Winnipeg. Ça va super bien, ça va se développer. Moi et Sean, on est habitués de jouer ensemble, mais
Bells, c'est un gars qui pense beaucoup aux détails et tout. Alors, c'est de se mettre sur la même page. Puis, on a déjà commencé après 2 matchs. On se parle beaucoup en revenant au banc. Puis, c'est justement de savoir aussi que l'autre va être avant de la passer. Puis, sous pression. Alors, c'est important qu'on continue à bâtir là-dessus. C'est dit. Bien résumé assez vite ce que je viens de parler, ce qu'on vient de parler en fait. La chimie commence à s'installer. J'ai hâte de voir la suite des choses. Je pense qu'il y a un beau week-end en perspective, de 2 matchs face aux Canucks d'Abbotsford le vendredi et samedi à la Place Belle. Ce premier trio sera à surveiller. Rapidement, Cédric, ton coup de cœur de la fin de semaine. C'est dur, hein? C'est dur. Je vais y aller avec Capo Kakkonen. OK. En fait, j'avais même oublié de préciser que je voulais exclure Joshua Roy de l'équation parce que c'était un choix. C'était mes 2 choix, donc je vais y aller avec Capo Kakkonen. Bon. Parfait. Toi? Florian Jacquet. Florian Jacquet en fin de semaine. C'est le joueur qui a récolté le plus de chances de marquer quand tu regardes les 2 matchs combinés. Je pense que c'est Dom DiVincentis qui l'a volé en 3e période dans le premier match de mémoire. Il fait tellement les bons jeux. Il n'y a pas d'hésitation dans sa game nécessairement. Il est physique. Tu le vois qu'il a un meilleur coup de patin que l'année dernière. Tu le vois qu'il arrive en confiance de la bonne manière par rapport au camp extraordinaire qu'il a connu avec le Canadien de Montréal, même s'il a une bonne discussion, possiblement avec Martin Saint-Louis, Kent Hughes, Jeff Gorton. C'est pas un gars qui arrive à Laval, c'est-à-dire avec les gros sabots, travail. Ça, j'ai adoré ça. Pour moi, ça a été le trio le plus constant de la fin de semaine. Toc, Jacquet et Roy. Pour moi, c'est un trio qui est là pour rester. C'est un très bon choix. Toi aussi, il n'y a pas... Tu sais, ça dépend chacun son point de vue, qu'est-ce qu'il préfère. C'est rare qu'on est d'accord par rapport à ça, donc ça va faire des bonnes discussions. Non, mais tu sais, parfois je trouve ça trop facile d'y aller avec les points. Bon, un tel, tout c'est pas compliqué, ton choix, il n'y a pas de points. Il est devant le filet. Non, donc, non mais il y a 25 arrêts sur 27 lancés. Pas méchant. OK, rapidement, c'est de coup de massue de la fin de semaine où je n'ai pas su comment on appelait vraiment ce coup de massue. Côté plus négatif, si on veut. Ouais, celui qui a du travail à faire, qui tu t'attendais à plus, peut-être. Philippe Méchard? Ouais. Je m'attendais un petit peu plus. Non, mais c'est correct. Moi, j'ai choisi un de ses partenaires de trio. Mais vas-y, OK. termine. Mais j'ai rien enlevé à Méchard, mais on dirait que je m'attendais un petit peu plus. Il a commencé excessivement fort dans le match numéro 1. Sa première présence sur la glace, je me suis dit, ça y est, Philippe Méchard, ça y est. Tellement rapide, tellement intense. Il voulait la rondelle, il voulait la rendre disponible pour lui ou un coéquipier. Puis le côté physique de la game, là, j'ai quelque chose qui... OK. Le côté physique de la game ne lui faisait pas peur, puis je ne veux pas dire qu'il avait peur par la suite, mais il était plus rapide que la mise en échec qui s'en vient, mais on dirait qu'après ça l'a rattrapé dans la fin de semaine. Tout de suite, dès la 3e, 4e présence. Moi, je m'attendais à plus le voir que ça, honnêtement. J'ai hâte de le voir sur place parce que de regarder un match sur ta télévision et de le regarder et de le décrire en même temps, tu peux voir des choses un petit peu différemment. Mais je m'attendais un petit peu plus. Juste un petit peu. Puis je vais le surveiller plus attentivement, c'est certain, cette fin de semaine aussi. J'ai quand même aimé certaines entrées en zone offensive contrôlée de sa part. Il y avait l'initiative avec la rondelle, voulait transporter la rondelle, mais ouais, je suis d'accord quand même pour dire une seule chance de marquer en 2 matchs dans son cas. Moi, j'ai choisi son partenaire de trio qui m'a... Et honnêtement, je m'en cache pas, c'est un joueur que j'adore, Jared Davidson. Pour moi, ça a été laborieux. Ça a été laborieux en fin de semaine. Puis je le dis parce qu'on le sait capable de tellement plus, Jared Davidson. C'est plus de 20 buts la saison dernière. Pour moi, l'intensité, je voyais pas l'intensité qui était laborieuse. Ça allait, mais on le sait capable d'amener son intensité encore plus haute. En échec avant, le long des rampes, vouloir la rondelle, se mettre dans des positions de tir, plus à l'extérieur en fin de semaine. Du moins, c'est pas comme ça qu'il va être en mesure de marquer au-dessus de 20 buts. Faut dire que ça a été un trio complet là, qui cherchait par contre. Là. Owen Beck également pour venir Ça a été assez spécial pour ces 3-là. On les a presque pas vus. En tout cas, moi, c'est un des trios qu'on a. C'est pas le trio qu'on a le moins vu cette fin de semaine, honnêtement.
Mais je sais pas Mais il si. n'y avait pas de timing pour Jared Davidson. Des pertes de rondelles, des revirements défensivement, il était correct, mais je le sais capable de tellement plus que ça. Moi, je suis un croyant de Jared Davidson à 100%. Je crois tellement que je ne sais pas si à Montréal, il va être capable de se trouver une chaise sur un 4e trio, mais dans la Ligue nationale, je suis persuadé qu'il y a une place pour ce gars-là, quelque part. Mais je m'attends à le voir rebondir en fin de semaine, Jared Davidson, certainement. Ah, c'est certain. Ce trio-là, on l'aime de dire. On est à la même place parce qu'on vise le même trio. On s'attend tous les deux à beaucoup plus de ces trois-là. Puis il faut pas oublier Owen Beck. Owen Beck non plus, qui lui aussi a été meilleur dans le deuxième match un peu. On l'a vu plus travaillant, bouger plus ses pieds. Mais on va les surveiller en fin de semaine. Je m'attends à les voir rebondir. La fameuse Kidline. Hâte de voir s'ils vont demeurer ensemble. Pascal Vincent est un entraîneur assez patient de ce que je connais de lui. Pas le genre à lâcher la serviette trop de bonheur. Rapidement, le temps file. On devrait terminer ça dans 5-6 minutes environ, mais on laisse un peu la fin de semaine de côté. On discute plus la saison, vu que c'est encore embryonnaire, tout ça, cette saison 2025-2026. Quel serait un résultat satisfaisant pour toi si je te transpose au mois d'avril en fin de saison, Cédric? On sait que les attentes sont élevées. Quel genre d'attentes peuvent être demandées par les partisans du Rocket de Laval en termes de résultats et qui seraient satisfaisantes? C'est quoi, Vincent, les mots la phrase de 2 mots qui s'est dans le vestiaire avec les joueurs? Même pas, je te parle même pas de série, je te parle comment tu entres dans les séries. Ah, ben... Après ça, on verra, c'est une autre game. Ouais, ben, t'as pas le choix d'être au haut de ta division. C'est une division qui est quand même assez corsée, celle de la division Nord. Et moi, je pense que c'est ça que tu dois viser. Tu dois viser le sommet de ta division. Ben oui. Mais pas ce que tu vises, qui serait satisfaisant. De ton point de vue. Ben, qu'est-ce qui serait satisfaisant? Top 2. Top 2, mais... Moi, je vais dire top 3 parce que c'est une ligue qui est haute en incertitude. C'est jamais ce qui peut arriver avec le Canadien de Montréal. Le Canadien peut perdre Caulfield, Bolduc et un autre attaquant, et là, tu n'as plus du tout le même visage. Donc, nonobstant ça, en termes de profondeur organisationnelle, pour moi, tu dois rentrer par la grande porte. Éviter le fameux play-in. Je pense que c'est ça. Après ça, il peut se passer n'importe quoi. Pour moi, ce serait une déception si le Rocket ne termine pas dans les 3 premiers rangs de la division Nord. Mais, en même temps, je comprends que toi, tu veux exclure les séries. Mais si le Rocket veut se placer où ce qu'elle veut être, cette formation-là, tu dois terminer assez haut dans ta division. Et moi, c'est ça. Il faut aller chercher du momentum, il faut être de la constance tout au long de la saison. Donc, 100%. Mais je pense, peut-être juste un message envoyé aux partisans qui nous écoutent. Ça va être difficile de répéter. Obtenir le trophée McGregor-Kilpatrick, premier rang du classement général. Faut pas être déçu si ça ne survient pas. Le Rocket a une excellente équipe. Est-ce qu'elle est meilleure que la saison dernière? Je pense que les prochaines semaines vont nous donner un échantillon de réponses. Mais je pense qu'il y a un top 3 dans la division Nord, d'entrer aisément dans les séries éliminatoires sans tronger les ongles en fin de saison. Je pense que déjà là, ça serait en soi une réussite. Un peu modérer les attentes. C'est ce que je fais. Première équipe de la Ligue. Ça serait vraiment des attentes trop élevées à ce moment-ci. On s'entend. Mais j'ai hâte de voir. Puis il ne faut pas oublier le facteur développement dans tout ça. Le développement va aider au résultat. C'est l'objectif numéro 1. Mais en même temps, ils veulent gagner. C'est l'objectif numéro 1, c'est de voir des Joshua Roy progresser, Owen Beck progresser. Déjà là, d'avoir vu ces gars-là connaître un excellent camp à Montréal, c'est une réussite en soi. Adam Engstrom, as-tu pris une coche par rapport à l'an dernier? Oui. Quelque chose de rare quand même. Là. À pareille date. Ouais, t'as eu plus la chance de le voir que moi l'an dernier, mais de ce que j'ai vu cette fin de semaine, j'ai aimé comparé à ce que je il y a une initiative voyais par le passé. Il y a une initiative dans sa game ici, recevoir les mises en échec beaucoup mieux qu'avant, mais ça, c'est à la base. Si Engstrom obtient un rappel à Montréal, déjà là, c'est une réussite. Autre question en rafale, avant de terminer, Cédric. Combien l'année dernière, il y a eu 20 marqueurs, on va recommencer ça, 6 marqueurs de 20 buts chez Rocket. Combien cette année? Et pas boy.
C'est ça que je regarde en ce moment. Là. Je vais énumérer pour les gens qui nous écoutent. Alors, Laurent Dauphin, 26 buts. Ouais. Jared Davidson, 24 buts. Florian Jacquet, 24 buts. Alex Barré-Boulet, 22 buts. Et Sean Farrell et Joshua Roy, 20 buts chacun. Je vais y aller avec 4. Oh, OK. Et qui sont ces 4? Ça, c'est une autre très, très bonne question. Mais j'en ai Joshua Roy. Ouais. Laurent Dauphin. Sean Farrell. Mm-hmm. Et boy. Qui est le 4e? Florian Jacquet. Donc, Belzile n'en manquera pas 20. Ça sera pas loin. J'hésitais entre 4 et 5, honnêtement. J'hésitais entre 4 et 5. Il y en a peut-être un là-dedans qui va avoir un rappel qui va faire qu'il n'en marquera pas 20. C'est pour ça que je suis allé à 4. C'est toujours difficile à prédire. Puis je suis pas nécessairement un fan d'avoir trop de marqueurs de 20 buts, oui, mais moi, je veux que ce soit tout le monde qui amène son offensive dans cette équipe-là, que ce soit pas... Oui, si tu as 3 marqueurs de 14-15 buts, et 3-4 marqueurs de 14-15 buts, c'est extraordinaire aussi. Mais je pense que le Rocket, il y a 6 qui ont le potentiel de marquer 20 buts. Je ne dis pas qu'ils vont le faire. Moi, j'avais Laurent Dauphin, Sean Farrell, Florian Jacquet, Joshua Roy, Alex Belzile et Owen Beck. Je pense que c'est ces 6-là qui ont un potentiel. Est-ce qu'il y en a qui pourraient surprendre, s'ajouter à la liste? Un Philippe Méchard, peut-être, on ne sait jamais. Un joueur qui est clos. Ça va être intéressant à surveiller. Moi, c'est les 6 que j'avais sur ma liste. C'est peut-être, là, il ne faut pas qu'il y ait de rappel à Montréal trop, mais je pense que Joshua Roy est armé pour en marquer 30. Honnêtement. S'il est comme ça, oui, absolument. Et Sean Farrell, s'il continue à jouer de la même manière, est capable de terminer dans le top 10 des meilleurs pointeurs de la Ligue américaine. Ça, c'est ma prédiction. Petit bémol dans le cas d'Alex Belzile. 19 buts à ses 2 dernières saisons. Donc, OK. Donc, ces 2 dernières saisons avec Hartford, à la porte des 20 buts, c'est pas impossible qu'il le fasse à Laval non plus. Non, 14 buts en 31 matchs à sa dernière saison avec le Rocket. Donc, il faut dire qu'il est quand même mis, puis avec raison, dans des dispositions pour marquer beaucoup de buts. L'avantage numérique première vague avec des joueurs de talent. Laval est une meilleure équipe cette année qu'Hartford l'était l'année dernière. Ouais, je pense que le 20 pour Alex Belzile est une bonne chose. En terminant, Abbotsford en fin de semaine, 2 fois. Match d'ouverture vendredi. Une équipe qui a beaucoup changé de visage, mais qui a remporté quand même ses 2 premiers matchs là, face au club école de Vegas. Un nom d'équipe que j'adore, peut-être mon préféré dans la Ligue américaine, les Silver Knights. Ah, c'est excellent. C'est extraordinaire. Je suis 100% d'accord. Et sur la route en plus, hein, c'est pas facile. Ils ont joué à Anderson, qui est club école, bien sûr, des Golden Knights. Et là, ils s'en viennent à Laval avant de retourner à la maison pour recevoir pour leur premier week-end d'ouverture. Mais dans le cas d'Abbotsford, c'est les champions en titre. Ça va être un test d'entrée. Il manque des morceaux, tu l'as dit. Mais en même temps, on parle de développement tantôt, que c'est ça l'objectif. Ils ont remporté la Coupe Calder et ils ont envoyé 7 joueurs dans la Ligue nationale cette année. Veux-tu que je les nomme? Vas-y. Samuel Blais, considérant qu'il est avec les Leafs présentement, même s'il n'est pas un régulier sur les 4 premiers trios. R.J. Baines avec les Canucks. Jonathan Lekerimaki avec les Canucks également. Même chose pour Atou. Et Linus Carlson. Et si tu regardes Arthur Silovs, qui est présentement le gardien de but numéro 1 des Penguins de Pittsburgh, rien de moins. Est-ce que ça me surprend? Pas du tout. Avec ce qu'il a démontré en séries éliminatoires. Et Victor Mancini à Vancouver. Donc, tu remportes la Coupe Calder, tu envoies 7 gars dans la Ligue nationale. Pour moi, présentement, c'est le modèle à suivre dans la Ligue américaine. Mais là, pour en fin de semaine, le portrait de l'équipe a vraiment changé. J'ai hâte de voir comment, sans regarder Abbotsford, j'ai hâte de voir comment le Rocket va gérer cette première fin de semaine dans la maison. L'émotion. L'émotion. J'aime que ça ne soit pas contre un rival de division aussi, personnellement. Là. Je suis content que la première fin de semaine contre le Manitoba, cette semaine, dans les jours qui viennent, contre Abbotsford, honnêtement. Et ça enlève un certain élément quand c'est pas contre un rival de division, Belleville, Syracuse, Rochester, Toronto, que pour nommer ceux-là. Et j'ai hâte de voir cette fin de semaine. Parce que, comme tu l'as dit, il manque des morceaux. Mais il ne faut pas oublier qu'est-ce qu'ils ont fait l'an dernier malgré tout. Ouais, toi, tu t'attends à quoi? C'est quoi tes attentes cette fin de semaine? Des matchs plus physiques, ça c'est sûr. Des matchs plus dans l'identité du Rocket, plus rapides, plus physiques. Ça passe par l'exécution. La rapidité, tu as beau avoir des joueurs qui ont des bons coups de patin. Si tu n'as pas l'exécution, ça
Ça ne sert absolument à rien. Donc, ça, j'ai hâte de voir en fin de semaine. Profiter de deux gros piliers à la défense qui vont marquer chez les Canucks. Jet Wu et Guillaume Brisebois, les deux sont blessés. Donc, en défense, ça va être deux brigades défensives qui vont être amochées, entre guillemets, qui leur manquent des gros morceaux qui vont s'affronter. Hâte de voir ça. Si l'échec avant peut en offrir un petit peu plus, mais un peu plus de chances de marquer également à force égale. Ça va être les éléments que je vais suivre. Et j'ai surtout très, très hâte, là, Cédric, j'ai du fun au podcast. Enregistrer ça, c'est cool. Mais j'ai quand même hâte de retrouver mon bon vieux micro d'analyste. Ah ouais? Ah ouais. J'ai surtout hâte de te retrouver. Ah, ça va être le fun. Ça va être le fun de se retrouver. Et peut-être en terminant, j'ai bien aimé ton point sur l'échec avant. Et l'échec avant va amener l'offensive à force égale. 100% des chances. Et combien de fois on voit le Rocket aller marquer des buts à partir de ça? Très souvent, on va aller chercher des pénalités. C'est évident, là. C'est ça du hockey. Ouais. Mais on ne l'a pas vu en fin de semaine. Et à la Place Belle, tu as la foule qui a certainement un impact. On le sait, là. C'est plus de 10 000 personnes. Il y a un impact sur le match, sur le Rocket, sur les joueurs, sur l'adversaire aussi. Donc, j'ai vraiment hâte de voir les ajustements. Et ça va être court, là. Ça va être très, très court cette semaine. Oui, absolument. Très court avant de recevoir Abbotsford. Surtout, c'est le Rocket qui va retrouver ses partisans. Cédric, on va mettre fin à ce premier épisode là, en mode Rocket. Je pense que ça a été une réussite et c'est un rendez-vous qu'on va vous donner à chaque semaine pour discuter de ce qui se passe. Ça a été 100% Rocket, mais on va faire de temps à autre le tour de la Ligue américaine. Il y a de l'actualité intéressante. C'est une ligue incroyable, savoureuse. Puis il y a des partisans, il y a des fans de cette ligue-là. Puis on va essayer là, de combler votre appétit le plus possible. Merci beaucoup, Cédric. Merci à toi, Vincent. Alors, merci tout le monde. On se donne un rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 2 de Sick Podcast en mode Rocket. Alors, en mode personnel, celui de Vincent Demuy. Je vous remercie en espérant vous avoir à l'écoute pour ces 2 premiers matchs. Je vous rappelle, vendredi soir à la Place Belle, dès 19h, le Rocket de Laval lancera sa saison à domicile en recevant les Canucks d'Abbotsford. Je vous souhaite sur ce une bonne semaine en préparation de ce premier match à la Place Belle, de cette première fin de semaine et en espérant vous retrouver la semaine prochaine. Salut! Et c'est fini pour aujourd'hui. On espère que vous ne vous ennuierez pas trop de nous d'ici la prochaine fois. Abonnez-vous à le Sick Podcast en mode Rocket sur YouTube, X, Facebook, Instagram et toutes les plateformes audio.